En fait, c'est plus compliqué que ça. Est-ce que je vis après ma mort? Je dis tranquillement non. Mais quand moi je meurs, la vie continue. T'as filmé j'ai filmé, voilà. Ce jour-là, l'atelier Filmen Réel est en tournage dans les locaux du Klept. C'est bon pour tous. Et ben on lance tous les deux. C'est bon. Et puis tu fais. Alors, bonjour Monsieur Guy Berger. Pouvez-vous nous présenter votre présence au Klept en quelques mots? Oui, alors je viens au Klept d'une façon qui est à la fois totalement volontaire et totalement amicale. J'ai été professeur d'université en sciences d'éducation pendant de longues années et j'ai rencontré le Klept au moment du premier colloque qui portait sur les décrocheurs et je me suis vraiment lié d'amitié avec les personnes mais aussi avec le projet. Et depuis je viens, en fait, sans mandat, sans responsabilité, mais avec le sentiment que, d'abord, les gens m'aiment bien aussi, ce qui est agréable, et que, finalement, ils peuvent tirer parti du fait d'avoir un observateur amical, bienveillant, et pas du tout critique, je n'ai aucune fonction d'inspection, de surveillance, et que finalement, à travers les dialogues qu'on a, je crois que les gens du Klept se découvrent eux-mêmes et que moi-même j'apprends des choses. Donc je suis à la fois, j'allais dire, un vieil étudiant et un vieux conseiller. 10 ans plus tard, Guy, tu m'en disais un peu plus sur ce qui t'attachait au Klept. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. Est-ce que vous viendriez au fond au colloque que nous organisons? Je me suis senti tout à fait chez moi en débarquant dans ce colloque, parce que je venais de vivre pendant presque 30 ans une situation finalement qui était du même ordre, qui avait été la création de l'université de Vincennes. Et cette université de Vincennes, enfin qui avait toutes sortes de caractéristiques qui étaient importantes, en avait deux où je me retrouvais pleinement. D'une part, le fait de s'adresser à des gens qui avaient abandonné la scolarité, soit parce qu'on les avait mis dehors, soit parce que ça ne les intéressait pas, soit parce qu'ils étaient furieux de ce qu'on leur proposait, mais qui revenaient, j'allais dire, avec un appétit d'autant plus grand que justement ils avaient été ou sevrés, ou s'étaient sevrés eux-mêmes de connaissances. Mais qu'en même temps, ils venaient avec un discours moi, qui m'avait beaucoup frappé, parce que j'avais beaucoup participé à l'accueil des non-bacheliers qu'on rencontrait en entretien, et ils venaient demander réparation. Réparation soit de la façon dont on les avait maltraités, du fait qu'on ne les avait pas entendus, qu'on n'avait pas cru en eux, mais du fait aussi qu'on leur avait proposé en fait des merdes. C'est-à-dire que puisqu'ils arrivaient comme des gens médiocres, on leur proposait des choses médiocres. Et l'autre chose où je me reconnaissais pleinement, c'est que cette université était une université, je dirais, presque aristocratique, puisqu'au fond, à ces gens qui n'avaient pas de diplôme, qui avaient travaillé, bourlingué, etc., on proposait au fond les savoirs les plus à la mode, par certains côtés, quand il s'agissait, mettons, du lacanisme, et de la psychanalyse, mais qu'on leur proposait au fond les savoirs les plus compliqués, on les envoyait en philo, on leur faisait faire des choses difficiles, et que par conséquent, je dirais presque, la façon de s'adresser à eux n'était pas du tout une façon démagogique de s'adapter à eux, mais au contraire, au fond, de les faire entrer dans les choses les plus compliquées, et qui étaient compliquées pour nous aussi, en disant, bon, si t'accroches pas, eh ben, tu partiras, enfin, c'est pas... ça ne sera pas une faute, ça ne sera pas un défaut, mais il n'est pas question que tu affrontes la connaissance à travers des formes dégradées. Alors, quand j'ai débarqué à ce colloque de la Bouture, au fond, on y parlait bien de gens qui avaient plus ou moins, en fait, été maltraités par le système éducatif, mais qui avaient aussi simplement, qui étaient partis, en fait, qui n'avaient pas trouvé ce qu'ils attendaient, mais qui n'avaient pas du tout perdu leur désir, puisqu'ils étaient revenus pour chercher un raccrochage
dans le système éducatif. Et puis surtout, il y avait cette idée finalement que c'était pas en annonnant, hein, sous des formes plus ou moins qu'on appelait pédagogiques, des exercices de réapprentissage, de réalphabétisation, mais c'était en leur proposant au fond de se confronter à la littérature, à la science, à la philo. Et donc, je me suis senti totalement de plein pied au point que, je dirais presque d'une manière automatique, je me suis trouvé, je ne dis pas promu, mais en certain sens, je me suis trouvé impliqué, puisqu'on m'a demandé de faire le rapport final du colloque. Et donc, j'ai été appelé, au fond, à dire, moi, ce que cherchait la mouture, ce qu'on voulait faire, alors que je venais d'y débarquer, mais simplement, finalement, parce que j'étais chez moi. Le CLEPT, il a beaucoup évolué depuis son commencement? Je crois, et ça c'est très important, le projet du CLEPT, c'est-à-dire les idées fondamentales du CLEPT, étaient présentes dès l'origine. Mais ce qu'il fait évoluer, c'est d'abord le fait des élèves. Et il est évident au fond que on ne prévoyait pas, on ne devinait pas en fait qui seraient les élèves, mais aussi la plus grosse évolution sans doute, elle tient à l'accroissement du nombre des enseignants, au fait que la notion d'équipe change complètement de sens. Au début, ce sont des gens qui se connaissent bien et de façon tout à fait étroite, et puis progressivement l'équipe s'élargit, arrivent des gens qui n'étaient pas là au début, et c'est très différent de travailler avec des gens avec qui on a conçu un projet et de travailler avec des gens qui arrivent dans un projet déjà constitué, qui apportent forcément des regards neufs, mais qui en même temps ne partagent pas l'expérience collective. Et je pense que de ce point de vue-là, au début, le CLEPT, c'est une petite équipe très soudée, et qu'aujourd'hui, au fond, il y a une sorte d'obligation de s'ouvrir, d'entendre des choses différentes, et donc plutôt un élargissement et finalement un progrès qu'autre chose. Oui, il le mettait comme premier. Chaque année, l'équipe se réunit 2 ou 3 jours en séminaire pour réfléchir à sa pratique. Cette fois, les 3 nouveaux, Laura, Caroline et Anthony, rendent compte de leur début au CLEPT. Place aux jeunes, enfin. Le trio. Vous sentez qu'on est stressé ou pas? Ça se sent, ça s'entend. Parle pour toi, moi ça va. Ensuite, par rapport à l'équipe et donc là, je crois qu'il y a une question qui est très délicate, c'est aussi comment à un moment donné, est-ce qu'on peut être autant légitime que nos collègues qui sont là, alors qu'on n'a pas du tout la même expérience, les mêmes compétences, les mêmes savoir-faire, construire. On n'est pas au même endroit. On n'est pas du tout au même endroit, et essayer d'être autant légitime que les autres collègues. Et c'est très agréable, ça a été très agréable effectivement de se laisser porter, de se sentir soutenu par une équipe qui est là pour prendre le relais, de rien garder pour soi et de se laisser un peu guider. Mais au bout de 2-3 mois, je crois qu'on s'est tous aussi, enfin moi je parle pour moi, c'est peut-être pas pour vous, mais on se pose cette question, bon je prends plein de choses, mais qu'est-ce que j'apporte un peu au CLEPT? Cette culture CLEPT, est-ce que j'ai pas des choses en moi déjà présentes avant, et est-ce que moi je suis un interlocuteur valable, enfin voilà, toutes ces questions. Et bon bah moi je me suis dit donne quoi, c'est pas grave, parce que c'est vrai qu'on est dans cette instabilité, on se dit on est là pour combien de temps? Alors, moi, concernant cette première période, je vais revenir sur la rentrée. Donc là, Bernard nous a expliqué à cette occasion, justement, un peu l'histoire du CLEPT, le lien avec la bouture, et puis son nouveau bébé, le C4R. Donc justement, ça a montré qu'il y avait une continuité, qu'il y avait une logique, qu'il y avait un engagement, qu'il y avait aussi une certaine forme de revendication et de militantisme. Et ça, à la sortie de cette première semaine, je me suis demandé déjà d'une si j'étais légitime de porter cette histoire, et deux, est-ce que j'étais vraiment assez militant pour m'investir complètement dans ce projet CLEPT qui justement
fait de nous des professeurs, certes, mais avec des attributions qui sont tout autres que dans les autres établissements que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. Moi, je voulais juste dire que j'étais assez touché par vos propos, je dirais pas grand-chose. Hein. Je suis quand même assez marqué par la maturité dont vous faites preuve alors que vous venez d'arriver, d'une certaine manière. La confiance que vous avez accordée assez rapidement aux gens de l'équipe. Je dirais également l'engagement dont vous faites preuve, ou du moins le désir que vous énoncez de cet engagement. Et moi, il y a une des questions qui me taraude un peu, c'est l'histoire de la pérennité du club, mais enfin disons de l'équipe, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après. Enfin, je suis plus vieux de l'équipe hein, quand même. Et donc, il y a une suite, hein, il y a un père fondateur qui est parti, il va y avoir Marie-Cécile qui va partir, enfin bon, des gens qui sont là depuis très longtemps qui vont partir. Et moi, je trouve ça extrêmement rassurant de vous entendre de ce point de vue-là. Je veux bien dire 2 ou 3 choses aussi. D'abord, cette question de la légitimité, parce que c'est un mot que vous avez utilisé tous, hein, vous n'avez pas parlé de votre efficacité, hein, vous avez parlé de votre légitimité. Et cette légitimité, vous l'êtes posée à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est une légitimité par rapport au reste de l'équipe. Est-ce que vous allez être un poids mort à porter par rapport au reste de l'équipe? Est-ce que vous allez, au contraire, faire arriver un sang neuf dont ils avaient drôlement besoin? C'est entre ces deux bornes hein, que la vérité existe. C'est votre légitimité par rapport à l'établissement scolaire et que l'idée d'engagement dont vous avez parlé tout à l'heure, dont vous demandiez si vous alliez pouvoir la porter, cette idée d'engagement, elle est liée au fait que c'est un établissement non pérenne et politique. Et du coup, c'est pas simple, parce que ça se décline pas simplement en termes de professionnalité. C'est bien que vous ayez remarqué qu'on avait mis du cœur à l'ouvrage aussi pour eux de temps en temps être nuls et se planter, juste pour que vous soyez à l'aise. Parce que c'est un vrai souci qu'on a en permanence. Évidemment, on idéalise beaucoup hein, quand on arrive dans cette planète du clef. Cette galaxie. C'est bien. Guy, Je crois que peut-être une des vertus du CLET, c'est qu'il est en insécurité permanente. Et qu'en certain sens, on a aussi besoin de se rassurer. Et qu'on ne se rassure pas simplement en disant qu'on est content et qu'on est bien, mais qu'on se rassure en travaillant ensemble hein, et en essayant d'élaborer des choses. Puis un dernier mot, tout à l'heure, en fait, Marie-Cécile reprenait le terme d'établissement formateur. Je crois qu'un établissement peut devenir formateur quand il est un établissement en formation. Et je dirais dans le double sens du mot formation. En formation parce qu'il se forme, mais en formation parce qu'il est constamment en train de se constituer comme établissement. Et en certain sens, au fond, vous êtes devenus au fond des pierres du CLET, hein, qui en fait lui permettent d'être un établissement. Mais je crois que c'est important de se rendre compte à quel point... tout à l'heure aussi, Bernard parlait d'établissements non pérennes. Hein, comment, en certain sens, le fait de ne pas se poser a priori comme légitime, à accepter son insécurité, à accepter, y compris son droit à l'erreur, qui est la seule manière de vivre sans crever, hein, le sentiment d'insécurité, je crois que c'est quelque chose, en fait, de tout à fait important. Et c'est pour ça que le club peut être accueillant. Paradoxalement, puisqu'on a évoqué la crise, puisqu'on a évoqué, y compris hein, le rôle de Sophie, le danger de la critique, plutôt de la critique de quelqu'un qui serait informé, c'est pas tellement qu'il critique, c'est que par certains côtés, il risque de figer l'autre dans une espèce de réalité stable, et qu'en certain sens, ça peut être mortifère, hein, puisqu'on vous dit, vous êtes cela et pas autre chose, et par conséquent, du dehors, je vous dis que ça présente des défauts, comme si on ne le savait pas. Et je crois que c'est cette capacité, au fond, de se mobiliser, de changer, de se former en permanence, qu'il faut maintenir, et je crois à quoi les élèves sont sensibles. Maintenant, dernière chose, moi je dirais, puisqu'on parle chacun de soi de mon plaisir, je suis au fond le seul ici à être un élève du CLET. Hein, et j'étais content hein, d'être l'élève de Laura, d'Anthony, de Caroline. Hein. On va voir ensemble que ces modes de socialisation, ils évoluent aussi. Et on va partir, on va partir d'un petit texte d'Émile Durkheim. Quelqu'un a envie de le lire? Cher, eh ben, on t'écoute.
Toute éducation consiste dans un effort continu pour imposer à l'enfant des manières de voir, de sentir, d'agir auxquelles il ne serait pas spontanément arrivé. Dès les premiers temps de sa vie, nous le contraignons à manger, à boire, à dormir à des heures régulières. Nous le contraignons à la propreté, au calme, à l'obéissance. Dans le texte de Durkheim, ce qu'il y a à la fin, en fait, c'est quelque chose, je dirais, c'est le schéma suivant. La socialisation, c'est d'abord ce qui nous vient de l'extérieur. Ça devient une habitude. On intériorise. Mais voilà, c'est là-dessus que je suis pas. Non, tu vas trop vite. Oui. Ça devient une habitude, c'est-à-dire une extériorité constante, devient une seconde nature, et ça devient ensuite une règle interne que je me donne. Mais le texte de Durkheim est son allure compacte et d'une précision extrême. En fait, ça vient du dehors. On me fait tenir debout, on me fait manger à telle heure. C'est pas la faim qui vient du dehors. Mais pourquoi il y a 7 tétés par jour, en fait, ou 4 tétés, enfin, par exemple, pour prendre le jeune bébé, au fond, c'est un artifice total, mais c'est devenu presque une norme médicale. Donc, c'est donné comme une norme, au fond, liée au vivant. Et ce qui est frappant dans la socialisation, c'est qu'elle se fait oublier. Elle se fait oublier parce qu'elle apparaît comme une donnée naturelle, venant de l'extérieur, répétée, et venant de l'intérieur, si bien que je ne la reconnais jamais. Or, moi je suis certain que la grosse difficulté, c'est de la faire comprendre, au fond, qui sont socialisés tout le temps, sans le savoir. C'est même réfléchir métaphysiquement sur une sorte d'incomplétude de l'être humain qui ne pourra devenir humain que par la socialisation. Or, c'est ça, je crois, qu'ils ne peuvent pas imaginer. Ah bah oui, parce qu'ils étaient assez s'imaginent au fond choqués, comme des êtres humains achevés sur lesquels on plaque de la socialisation. Et tout le travail, ça consiste à dire que la socialisation, c'est le processus même par lequel on devient un être social. Je deviens un être humain. Je deviens humain. Et ça, oui, humain. Et ça, je suis trop passée dessus rapidement. En fait, c'est ça aussi, c'est que... Et ça, je suis sûr, si tu veux, que... Parce que bon, ça, on l'a vu, mais rapidos, quoi, en fait. En fait, on a vu des choses, mais très rapidement. Et là, on a fait l'enfant sauvage, etc. Mais c'est des choses... Oui, mais on les a survolées, quoi. Et du pas coup... me donner raison. Non, mais je pense qu'il faut trouver une norme. Non, mais parce que hein. pour moi c'est assez clair, et puis aussi c'est comme ça un peu que ça fait 2 ans que j'enseigne ce chapitre, dans ma tête, voilà, j'ai fait un peu comme ça marche, donc je continue là-dedans un petit peu. Enfin oui et non, parce que je change les choses que j'aborde. Et là c'est vrai que je pense que pour concrétiser tout ça, il faudrait qu'on s'arrête un petit moment à la rentrée, une fois qu'on aura fait ça, sur une norme en particulier. Morale plutôt, et comment elle devient juridique, parce qu'en fait finalement on n'a pas fait le lien entre normes sociales et normes juridiques. Qu'est-ce qui justifie la norme juridique? C'est bien aussi la et comment elles évoluent. Donc je pense qu'il faudrait partir là-dessus, voir comment et ce qui m'empêche pas après de continuer dans ce que j'avais prévu, mais au moins ça balaye un peu tous les enjeux de ce qu'on met derrière normes, de la relativité, de comment ouais. Et en montrant d'ailleurs justement une norme au fond comme la norme d'égalité. Elle est juridique. Voilà. Elle est absolument pas sociale. Ce que m'apprennent d'ailleurs, ce que m'apprend la socialisation primaire, c'est que les règles qu'on me donne sont des règles liées à l'affectivité et aux relations explicites que j'ai avec les miens. C'est-à-dire, je suis solidaire de mes frères, de mes sœurs, de mes parents, de mon père, de ma mère, qui m'aiment, et qui sont donc solidaires de moi, et qui vont me défendre et me protéger contre les autres. Et quand je passe, et en ce sens, si tu veux, Le Pen est le politicien le plus solidariste de la société française. Il faut être solidaire des siens. Et qu'est-ce que j'apprends à l'école ? Qu'il faut être solidaire de gens que je ne connais pas, qui ne sont rien pour moi, que j'aime pas.
Et que je peux être solidaire de gens, que je dois écouter des gens avec lesquels j'ai aucun lien affectif, aucun lien, j'allais dire historique, qu'on appelle un prof. Et puis, ce que j'apprendrai ensuite en droit, c'est que je suis solidaire de l'humanité que je ne connais même pas. Autrement dit, j'ai ici, on voit très bien, trois formes de socialisation qui se contredisent. Donc, la notion de norme fonctionne à travers des socialisations qui peuvent être radicalement contradictoires les unes avec les autres. Et moi, je pense que c'est peut-être un peu l'identification des deux notions que... Hein. Ils ont bien participé, ils sont assez actifs et attentifs, et ça les intéresse, ça les touche. Et je suis faussée par ça, parce que j'ai l'impression que du coup, ça y est, c'est clair pour eux, etc., parce qu'ils sont capables d'être actifs là-dedans, en fait, et parce qu'ils comprennent. Mais c'est pas parce qu'ils ont compris qu'ils ont appris foncièrement quelque chose. J'avais un copain qui était un physicien atomiste, qui est devenu sociologue, qui s'appelle Schiff, qui a travaillé ensuite avec des psychiatres, et qui me disait au fond qu'il y avait une énorme différence pour lui entre ce qu'il avait fait en sciences, qu'on appelle dures, et dans les sciences humaines. C'est que dans les sciences physiques, au fond, il ne savait que ce qu'on lui avait appris. Si personne ne me dit, ne m'enseigne, que la Terre tourne autour du Soleil, je n'ai aucune expérience qui me permette de le penser. Alors que disait-il, au fond, la grande difficulté et le grand intérêt des sciences humaines et sociales, c'est que tout ce qu'on m'apprend, je le sais déjà. Ça nous parle. Parce qu'en fait, finalement, là, on a abordé pas mal de choses assez théoriques qui semblent leur parler, mais en fait, ça vous parle je trop. sais pas, ça leur parle trop. Ce qui est c'est ça. Le gros défaut, c'est ça. Tu vois, on fait deux métiers. On fait un métier à la fois de enseigner quelque chose de nouveau, c'est presque facile. Faire décanter tout ce qu'on traîne comme opinion, comme perception, etc., c'est beaucoup plus difficile. Et toi, tu es obligé de déconstruire et de construire sans arrêt, sans arrêt. Entre 1 heure et 1 heure et demie. Après, c'est ça. Merci en tout cas de m'avoir. Non, mais merci, merci pour ces retours, c'est formateur, de toute façon, je veux dire. Je peux me tromper en fait. C'est pas grave en fait. Je dis pas là. On tâtonne sur un objet en fait. Non, mais là ça les éclairera aussi. Mais c'est. Je crois que le problème c'est aussi que dans ma tête je me suis dit je vais faire. Que j'ai trop. Projeté, j'ai trop projeté, donc du coup je vais vite. Aujourd'hui je suis allée vite parce que je me suis dit il faut que je m'arrête là aujourd'hui, etc. Au lieu de prendre, ça, et du coup je suis passée à côté de plein de choses. La notion de projet elle est terrible. Que j'aurais pu prendre et je suis passée à côté. C'est un peu comme si quelqu'un qui veut faire un film, si c'est trop ce qu'il veut faire, il ne voit rien de ce qu'il voit. Ça fait pour certains 4-5 mois que vous êtes au CLEPT et puis les autres presque 1 an et demi. Donc on voulait vous demander si vous comparez, vous, quand vous êtes arrivé au CLEPT, et qui vous êtes maintenant. Avant, je n'ouvrais pas mes cahiers, et que depuis que je suis rentrée au CLEPT, j'arrive à réviser. Aussi, avant, j'avais un caractère quand même assez dur, et quand nous avions échangé en 2015, je t'avais demandé, Guy, ce qui, d'après toi, favorisait le raccrochage au CLEPT, le rendait possible. Il était possible, je dirais, à partir de... moi, j'y verrais trois axes, qui généralement, tous les trois existent ailleurs qu'au CLEPT, mais existent justement séparément, c'est ou l'un ou l'autre. Un premier axe, c'est qu'ils étaient invités au CLEPT en tant que personnes individuelles, en tant que personnes avec leur histoire, qu'ils venaient après un entretien dans lequel ils avaient raconté pourquoi ils étaient partis et comment ils avaient plus ou moins erré entre ce moment du départ et le moment où ils revenaient à la bouture en disant au fond je voudrais
reprendre des études ou je voudrais apprendre quelque chose. Et donc, ils étaient totalement reconnus, au fond, dans leur particularité, dans leur individualité, en fait, et pas du tout, et comme des gens qui ont un nom, hein, qu'on appelle par leur nom, en fait, et qui ne sont pas des élèves les uns parmi les autres. Et comme un temps, c'était pas une façon de dire on va te faire une cuisine sur mesure, hein, parce que tu as des difficultés, parce que tu n'aimes pas le camembert, tu n'auras pas de camembert, enfin tu aimes l'histoire, tu auras de l'histoire, et on prendra des rythmes qui sont adaptés à toi. Mais on leur disait, t'es un jeune parmi les jeunes, tu es un élève parmi les élèves, on va te traiter comme élève, et on va te traiter comme tout le monde. Et donc, à la fois, on te reconnaît toi comme individu, et à la fois, on te reconnaît justement comme l'égal, mais avec les devoirs que ça implique, hein, d'être l'égal des autres. Tu vas être quelqu'un parmi les autres. Et je crois que c'était une double demande, peut-être de ces jeunes, à la fois d'être reconnus dans leur histoire singulière, mais aussi d'être traités exactement comme tous les autres, et pas, je dirais presque avec quelquefois des éléments de compassion qui étaient vécus au fond comme une manière de les pathologiser, au fond de leur dire, t'as une maladie particulière, on va te donner le remède qui t'est adapté. Et puis, la troisième chose, c'était qu'ils arrivaient en disant, peut-être je sais rien, peut-être que je suis mauvais élève, peut-être que je ne sais pas faire une addition ou une règle de 3 et que je fais des fautes d'orthographe, mais ça ne veut pas dire, au fond, que je ne peux pas aimer la littérature, que je ne peux pas m'intéresser au trou noir, hein, des physiciens, que je n'ai pas entendu parler de la relativité. Donc, il ne s'agit pas, au fond, de me faire recommencer, au fond, comme quelqu'un, encore une fois, qu'on alphabétise, mais j'ai envie de rencontrer le savoir sous sa forme la plus élevée. Et je crois que ça aussi, ça existe. Hein. Je veux dire par là, il y a des tas de tentatives, au fond, qu'on a appelées de vulgarisation du savoir, etc. Ce qui a fait le CLEPT, c'était de tenir ensemble, hein, ces trois idées. Tu es toi, et c'est toi avec qui on travaille, et ça va prendre la forme du tutorat, hein, à certains moments. Tu es comme tous les autres. Tu es dans la loi, tu es l'égal des autres, mais les autres sont tes égaux. Et on va donc travailler avec toi collectivement. Et il y a peut-être des choses que tu ne sais pas, tu vas les apprendre, mais tu vas les apprendre pas du tout, en fait, en t'obligeant à refaire, en fait, un très long parcours dans lequel on va d'abord avoir des prérequis, rétablir les bases, te faire conjuguer et apprendre l'orthographe. On va lire les grands auteurs et on apprendra, au fond, les choses qui te manquent au fur et à mesure, où on va rencontrer, au fond, encore une fois, les lettres, la pensée, le savoir. Et c'est cette présence des trois éléments, je crois, qui a fait le CLEPT. Là, tu viens d'évoquer des trois axes. Dans le dernier, c'est le côté élitaire. Est-ce que tu peux donner quelques exemples que tu as rencontrés au CLEPT de cet élitaire? Je dirais, il y a deux exemples, hein, moi, qui m'ont frappé, même trois. Au fond, ce qui est traditionnel, finalement, dans le système éducatif, c'est un peu le côté infantilisant qu'on a, dans lequel on dit, au fond, tu auras le droit, hein, de penser, tu auras le droit de critiquer, tu auras le droit de réfléchir quand tu auras appris un certain nombre de choses. Et par conséquent, où l'appel à la capacité, à la créativité des individus est en quelque sorte retardé au maximum, hein, tu dessineras quand tu sauras dessiner. Et moi, ce qui m'a frappé, au fond, c'est que toute discipline confondue, qu'il s'agisse aussi bien de l'éducation physique, et je fais exprès de prendre cet exemple, que de l'histoire, que de la littérature, on a appelé ces jeunes à faire de l'histoire, c'est-à-dire à travailler sur un document, à créer des gestes, hein, pour grimper, j'allais dire, chemin Sérac, hein, le cas échéant, puisque c'était un peu un des exercices auxquels les invités, le premier prof d'éducation physique, à philosopher
pour pouvoir apprendre la philosophie. C'est-à-dire on a inversé en quelque sorte le rapport, c'est qu'à travers une invitation à faire que va se créer du besoin d'apprendre, et pas à la condition qu'on ait appris au fond des linéaments qu'on va pouvoir entrer dans le faire. Et je dirais, c'est ce qui s'est passé aussi autour des ateliers. On va faire un court-métrage documentaire, on va monter une pièce de théâtre. Et dans ce faire, il y aura des moments dans lesquels on va s'exercer, dans lesquels on apprendra comment fonctionne un micro, dans lesquels on apprendra au fond à faire un cadrage. Mais on ne dit pas, au fond, tu feras un film quand tu connaîtras tous les éléments de cet apprentissage. Alors ça, je crois que c'est un moment, c'est un aspect très fort de l'élitaire. C'est-à-dire, dans une société dans laquelle c'est la création, c'est l'invention, c'est l'innovation dans certains cas, qui apparaissent comme valorisées, où on établit des piédestals pour les chercheurs, pour les savants, pour les écrivains, on va mettre les gens, on va en faire des savants, on va en faire des écrivains, on va en faire des acteurs, des auteurs, et pas simplement au fond des gens qui balbutient, pour un jour peut-être faire quelque chose. Ça c'est très général et c'est vrai, je dirais, presque toute discipline confondue. Avec d'ailleurs un certain nombre de problèmes, c'est très difficile dans certaines disciplines. Par exemple, pendant très longtemps au CLEPT, on a eu d'énormes difficultés dans les langues vivantes, parce que on est obligé, on ne peut pas parler si on n'a pas appris. À un moment donné, en fait, l'obligation du balbutiement en langue vivante, en fait, y compris du balbutiement un peu imbécile, un peu faiblard, en fait, finalement, est difficile à évacuer. On ne peut pas dire aux gens, tu vas tout de suite te mettre à échanger, à interagir, etc. Alors, les exemples maintenant, je crois qu'il y a un exemple qui est tout à fait fondamental, c'est ce qui s'est passé dans le domaine scientifique. Dans le domaine scientifique, au fond, ce qui fait la science, c'est le fait c'est une certaine manière de penser, une certaine manière de chercher, une certaine manière de regarder le monde. Et ceci est indépendant du fait que ce soit de la science physique, des sciences naturelles, de l'astronomie, etc. Il s'agit d'articuler ce qui est de l'ordre de l'observation, ce qui est de l'ordre du concept, ce qui est de l'ordre du savoir. Et ce qui est intéressant, le fait que tout le système scolaire soit fondé au fond sur des découpages disciplinaires faisait que les élèves n'avaient pas droit à la science, ils avaient droit aux sciences naturelles, à la physique, à la chimie, en fait, etc. Le fait d'avoir réuni dans un même cours, et ça c'était le travail de Dominique et de Magéchil, sciences de la vie et sciences de la matière, et enfin d'ailleurs de toutes les sciences de la matière, c'était inviter au fond les élèves à commencer par qu'est-ce que c'est que faire de la science, qu'est-ce que c'est que penser scientifiquement, avant de savoir au fond à quel objet précis on va s'attacher. Et du coup, en fait, les élèves sont entrés tout de suite dans deux ou trois choses qui sont fondamentales. La première chose, c'est que faire de la science, c'est exercer une pensée critique, c'est-à-dire ne pas prendre les choses pour ce pourquoi elles se donnent, savoir critiquer en quelque sorte et en même temps analyser la perception immédiate qu'on a du monde. Et deuxièmement, c'est créer des modèles d'analyse et montrer au fond comment à partir de modèles théoriques on peut réinterroger, que ce soit l'astronomie, que ce soit l'évolution ou que ce soit le fonctionnement cellulaire, en articulant au fond des questions profondément théoriques avec des capacités finalement de se saisir du réel sous ses formes les plus simples. Et ça, j'allais dire, on a fait de la science au CLEP comme on en fait dans un laboratoire, comme on en fait au CNRS, et d'ailleurs c'est pas par hasard s'il y a eu à certains moments des ateliers maths qui se passaient avec des collègues du CNRS qui racontaient comment ils trafiquent, comment ils questionnent, comment ils s'interrogent à propos d'éléments mathématiques qui sont en réalité très complexes, mais en même temps qu'il s'agit de bricoler en fait pour nous aussi d'interroger. Donc ça a été, je crois, quelque chose de tout à fait fondamental. Et l'autre
Les deux autres exemples, ça a été la philo, avec cette idée au fond que de la philo on en fait tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'on apprend de la philosophie tout de suite, ça veut dire qu'on apprend à philosopher. D'où vient le monde? En voilà une question. Sophie savait bien que la Terre n'était qu'une petite planète au sein de l'immense univers, mais d'où venait cet univers? Ce jour-là, Guy, caméra à main levée, je testais un dispositif de prise de son au cours de cette initiation à la philosophie avec les collégiens. Alors, est-ce que, à partir de cet exemple, on peut revenir juste pour faire un point sur, finalement, c'est quoi une question d'ordre de portée générale? On en a pris une, question de portée générale. C'est quoi une question de portée générale? Pour revenir à cette difficulté qu'on a eue. Ouais, c'est une question qui nous concerne, enfin, qui concerne tous les êtres humains. Qui nous pose des questions. Alors, ça concerne tous les êtres humains. C'est-à-dire que la totalité de l'humanité... Enfin, des humains. Une question, donc, de portée générale. Portée générale. C'est tous les êtres humains qui pensent à autre chose qu'il y a. Ça concerne tout le monde. Concerne tout le monde. Attention, hein, j'espère que vous faites la différence entre ce que Marie-Cécile est en train d'écrire, concerne tout le monde, et le fait que tout le monde se la poserait. Alors, parce que c'est pas parce qu'elle concerne tout le monde que tout le monde se la pose. Hein. Non, c'est ce que je voulais dire. C'était le deuxième point que C'était justement le deuxième point que j'aurais voulu qu'il trouvât, si tu n'avais pas chanté la chose. C'est que c'est pas parce que ça concerne tout le monde, effectivement, que tout le monde se la pose. On peut peut-être même aller plus loin. C'est ce que je voulais dire, en fait. Donc tu pourrais le dire avec tes mots. Comment on pourrait mettre... Qu'est-ce que je pourrais mettre après ma deuxième flèche, là? Que tout le monde se pose. Est-ce que tout le monde se la pose, cette question? Bah, ouais, enfin... Oui et non, quoi. Et est-ce que c'est une question fréquente, qu'on se pose souvent? Non. Ah non. Bah... En fait, ça dépend. Mais par exemple, quelqu'un qui est toujours qui va au travail, qui va là, qui va ci. Donc ça nécessite quoi, de pouvoir se poser la question? Réfléchir, la réflexion, quoi. Voilà. Donc, et pour réfléchir, on manque de quoi pour pouvoir... De temps. Voilà, c'est le problème de la disponibilité du temps. Hein. Donc, condition pour se poser des questions, se poser de telles questions, c'est que d'abord, ça ne vient pas tout seul, hein, et puis, il faut du temps, et il faut du temps pour réfléchir. C'est intéressant ce que tu es en train d'écrire, Marie-Cécile. Mais en même temps, moi, j'aurais tendance à te dire, si tu m'avais posé la question avant de rentrer en cours, là, Bernard, toi, tu répondrais comment à la question « c'est quoi une question de portée générale ?» J'aurais eu tendance à te dire « c'est une question qui s'impose à nous, qui est incontournable ». Alors que toi, tu es en train de dire « il faut un déclencheur, il faut du temps pour y réfléchir ». Et moi, j'aurais eu tendance à dire « une question à portée générale, c'est de toute façon une question dont on ne peut pas faire l'impasse. Elle s'impose à nous. Elle est incontournable. À un moment ou à un autre, même si je veux la fuir, elle finira par revenir sur mon chemin. Voilà, on n'est pas... C'est à la fois ce que tu dis et c'est à la fois... Alors peut-être que je suis en train de montrer, par mon questionnement, hein, vous me suivez tous, là je suis en train de me questionner, je suis en train de montrer ce que dit Sophie, hein, c'est qu'à chaque fois on a deux faces à une même médaille, hein, pile et face. Ouais. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que elle concerne tout le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde se la pose. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais bon, voilà, c'est ça qui est intéressant. Guy, tu veux dire quelque chose? Oui, mais je trouve dans le débat lui-même, on a peut-être aussi un élément de réponse qui n'est pas une définition, mais un constat qu'une question de portée générale, c'est une question sur laquelle il y a plusieurs réponses possibles, et y compris même sur sa définition. Alors, si je demandais quelle heure est-il, on pourrait se mettre d'accord sur le fait qu'on peut discuter en fonction de nos montres, mais on sait.
qu'il y a eu une réponse. Peut-être une question. D'ailleurs, ça explique aussi pourquoi tout le monde ne s'en pose pas. Ce n'est pas des questions amusantes, hein, sur lesquelles on va réussir à se répondre, mais c'est une question dans laquelle on se divise. Et vous marquez, en fait, qui est une question de portée générale, c'est une question qui entraîne d'autres questions sur notre conception du monde, sur notre enfance, sur le fait de savoir s'il y a un Dieu ou pas, et sur le fait de savoir qu'on est des animaux exactement comme les moutons, qu'on est un peu différents, etc. C'est une question qui va entraîner des tas d'autres questions. Alors que, encore une fois, je peux me dire, est-ce que je mets une cravate ce matin? Bon, je peux demander ensuite si elle est rouge ou elle est verte, hein, mais ça s'arrête vite. Alors, une question d'abord, il y a une cascade de questions et une question qui on pose une note, quoi. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, on comprend très bien qu'il y a des gens qui disent ça m'emmerde. Hein. Alors, vous me cassez les pieds avec ça, moi je veux hein, continuer à vivre tranquillement. En cette fin d'année scolaire, l'équipe réfléchissait sur la notion de compétence. Pour sa deuxième journée de travail, elle avait fait appel à toi. Je passe facilement. Merci. Si tu veux une petite bibliographie, il faut que tu ailles voir du côté du GFEN, Groupe français d'éducation nouvelle. C'est eux qui ont introduit le constructivisme en France. On y va ? Pour que chacun puisse se dire qu'il avance quelque part, je voudrais juste dire 2-3 trucs là en amont. Il ne s'agit pas de se dire que dans 2 jours, les compétences, voilà, on va les mettre en œuvre, enfin, une pédagogie par compétences va être mise en œuvre au CLEPT. Je crois que ce n'est pas de ça du tout dont il s'agit. D'abord, je crois que ça sera enfin, ce concept de compétences, et rien qu'à travers le papier qu'a envoyé Zaza, par exemple, montre que, on peut le lire à des tas de niveaux différents, et donc, tant que tout ça n'est pas clair pour tout le monde, ça peut être à l'origine de confusions importantes. Donc, il s'agit simplement que chacun d'entre nous, de tout ça, on tire quelques questions qu'on peut éventuellement partager avec d'autres et qui nous amèneraient à envisager un peu un découpage du temps scolaire, du face-à-face pédagogique qui permette que le prof ne soit plus seul maître du jeu de tout dans le temps d'enseignement. Hein. Si j'essaie de comprendre, c'est la résistance au constructivisme, c'est l'idée que la compétence, on est dans une globalité. Et que le constructivisme, c'est la théorie des petits pas, et qu'on va faire, on va mettre un bloc, puis un bloc, puis un bloc, etc. Je peux me retrouver dans ce que tu viens de dire, hein. Mais ce qui me faisait dire tout à l'heure que je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut aborder la question des compétences, c'est que tu ne lâches pas du tout la main dans le constructivisme. Tu es au contraire omnipotent, omniscient, tu as déjà tout anticipé les mécanismes intellectuels des élèves par rapport à l'obstacle que tu vas leur proposer, et du coup tu es absolument partout dans une simulation de trucs où ils prendraient le pouvoir, mais qui serait qu'une simulation. En fait, toi tu serais en posture méta et tu aurais tout balisé, tu sais d'où ils partent, tu sais où ils veulent arriver, tu sais même comment ils doivent s'y prendre, et tu n'as pas du tout lâché la main. Tu as fait semblant de lâcher la main. Et c'est ça qui me paraît être le noyau dur dont il faut qu'on se garantisse si on veut essayer d'aller à l'endroit où c'est intéressant dans l'affaire des compétences. Ce qui me gêne, et là je voudrais dire une chose par exemple sur les TPE, c'est que faire des TPE à des jeunes par exemple qui ne savent pas hiérarchiser de l'information, qui ne savent pas prendre de notes, c'est les mener franchement au casse-pipe. Et je ne suis pas persuadé qu'on soit en mesure justement dans une démarche TPE de leur apprendre ça. Ce que je veux dire, c'est que si en amont, alors le TPE, ça peut être un moyen d'enrichir ça, etc., hein, on est bien d'accord, mais si en amont, on ne sait pas poser ce genre de questions, si dans nos disciplines, on n'a pas proposé des exercices qui peuvent être différents selon les disciplines, hein, il n'y a pas
Mais dans un texte court, quels sont les 2-3 mots-clés par rapport à une idée, quelles sont les choses fondamentales, quelles sont les choses qui sont accessoires. Si on n'a jamais fait faire un travail de prise de notes de quoi que ce soit, le TPE, je pense que pour un certain nombre de gamins, ça sera franchement une catastrophe. Ça me fait penser à la prise de notes et la façon dont les élèves essayent justement de hiérarchiser et essayent et aussi attendent à ce que quelque part ça vienne de nous. Et en fait, quand je suis arrivée ici, en France, je veux dire, j'ai dû m'adapter. J'étais très surprise aussi par la prise de notes des élèves, que ce soit à la fac, alors que je me préparais au CAPES, ou même, après, en tant que stagiaire, alors que j'avais des élèves devant moi, c'était de voir que, en fait, les jeunes recopient ou alors écrivent mot à mot, et sans pour autant... Et en fait, on pourrait même prendre peut-être 3 cahiers, et si ce sont vraiment de bons élèves, entre guillemets, en fait, la prise de notes, elle est presque la même. Et alors qu'aux États-Unis, en fait, on se débrouille. Et bon, c'est sûr que c'est peut-être pas très lisible, on va dire, mais chacun découvre, entre guillemets, sa façon de hiérarchiser. Et donc, c'est vrai que ça a été difficile pour moi d'être à l'UFM, et puis surtout pour la prise de notes, et surtout pour quand on nous expliquait comment on devait faire pour les collégiens. C'est-à-dire que à la fin, il fallait que on ait en gros quelque chose au tableau, que les élèves, une trace écrite, voilà, la trace écrite, la fameuse trace écrite, et que chaque élève exactement ça, et pour l'apprendre, et en fait, la fois suivante, revenir et pouvoir régurgiter, puis... Régurgiter. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais ça allait à l'inverse de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, en fait. Et je vois que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Absolument. C'est complètement raison, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, c'est ça. Guy, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire, là? Le CLEP s'est constitué, je crois, pour à la fois, dans cette thématique, l'école est un recours contre l'école, mais aussi à travers cette thématique, face à ces jeunes, nous devons les aider à redevenir des élèves et nous devons rester des enseignants. Et je crois que c'est ça qui a été, je crois, le point de départ du CLEP. Et la question n'est pas de dire qu'on va l'abandonner. Mais il est évident, et d'ailleurs c'est pas étonnant qu'on parle maintenant de compétences, la notion de compétence elle existait déjà, elle a été élaborée dans les années 96, etc. C'est pas seulement parce que les textes ne sont pas diffusés. Mais effectivement, c'était pas du tout la notion qui a été rencontrée en premier, mais beaucoup plus celle d'études de rigueur, etc. Et alors, c'est vrai que la notion de compétence, enfin moi je ne vais pas introduire une nouvelle définition, mais finalement elle est liée à la notion de tâche, c'est-à-dire elle est liée à cette idée finalement que la question de la complexité et la question de la finalité sont les questions de la tâche elle-même, donc sont aussi les questions de l'élève. Et je crois que dans la pratique, y compris du CLEP, tel que moi je l'observais quand je suivais un certain nombre d'enseignements, j'ai eu une discussion avec Marie-Cécile, quand j'ai suivi il n'y a pas longtemps cette séance sur l'histologie de l'œil, essentiellement, c'est qu'en certain sens, j'ai l'impression que pour aider les élèves, les profs conservaient pour eux la question de la finalité et la question de la complexité. Même si ils invitent les élèves à y contribuer, parce qu'on travaille l'élaboration finalement des différents champs, la question du sens de ce qu'on fait, c'est la responsabilité du prof, et le prof, il va aider l'élève en quelque sorte à acquérir ou à s'inscrire dans cette complexité et dans cette finalité, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose.
Mais c'est ça sa mission. Et par exemple, ce qui était intéressant dans ce que disait Sandy tout à l'heure, hein, c'est que dans la prise de notes, hein, telle qu'elle l'envisageait, c'est une certaine manière de dire c'est à l'élève à se démerder avec la complexité, hein, on doit pas l'aider. Hein, et justement, il faut presque se retirer pour que ce soit cela qui l'affronte même essentiellement. Complexité et finalité dans tous les sens du terme, que ce soit la question du sens ou la question de l'utilité, etc. Alors je crois que c'est pas... Alors ça entraîne des tas de conséquences. Hein. C'est que la complexité et la finalité, ça n'existe pas tout seul. L'objet n'est pas complexe. Hein. Il est complexe sous le regard qui est le mien. Hein. Et introduire la complexité et introduire la finalité, c'est introduire en même temps le sujet. Et ça c'est pas neutre comme conséquence. Ça veut dire, au fond, comment on traite le sujet au CLET? On le traite à travers le tutorat, dans une activité spécifique, plus qu'à travers la question de l'enseignement. D'où peut-être certaines des résistances, même y compris au TPE. Hein. Ça veut dire, au fond, que dans l'enseignement même, on est tuteur. Et ça me paraît tout à fait important. Alors, ça me paraît par conséquent extrêmement difficile, pas évident. Hein. Je ne dis pas que c'est pas important et que je ne suis pas pour. Moi, à une époque, j'étais assez réticent à l'égard de la notion de compétence, en fait. Donc, je n'ai pas beaucoup insisté, mais il y a des choses importantes. Alors, si on prend l'exemple, et puisqu'on a parlé de hiérarchie, il y a d'autres choses que ça va introduire, la notion de compétence. Si on prend l'exemple que donnait tout à l'heure, en termes de formation, Bernard, quand il parlait au fond de cet exercice traditionnel, où vous êtes en bateau, en fait, et à 30 objets, il faut en garder 5, qu'est-ce qui se passe? Bon, il est évident, au fond, que si la question, c'est d'aller où je veux, ce qu'il faut garder, au fond, c'est une boussole et tout instrument qui permet de diriger le bateau, que ce soit un gouvernail, une godille ou une voile, ou tout ce qu'on veut. Si le problème, c'est de flotter, ce qui est important, c'est de boucher les trous ou d'avoir de quoi écoper. Et si le problème, c'est de survivre, l'important, c'est d'avoir de quoi boire et manger. Et ça entraîne des conséquences tout à fait importantes. Hein. C'est que justement, c'est au fond la question de la finalité qui définit la complexité. C'est à partir, au fond, des fins que je hiérarchise, que je peux hiérarchiser ensuite les facteurs. Hein. Et c'est pas la complexité même. Je peux pas avoir de... Il n'y a pas de hiérarchie théorique. Hein. Et le problème même, je dirais, dont je reviens à Bernard, quand il dit, au fond, je demande aux gens, au fond, quels sont les personnages importants, ça dépend de ce que je veux faire. Donc, il y a une articulation complexité-finalité, et puis ça a une autre conséquence qui est tout à fait intéressante, c'est que ce qu'on va apprendre aux élèves, qui est une chose qu'on ne leur apprend pas, parce qu'elle n'est pas scolaire, c'est avoir, j'allais dire, avoir des comportements, non pas maximaux, mais optimaux. Je veux dire par là que quand j'apprends à quelqu'un à faire quelque chose, je lui apprends à le faire le mieux possible. Quand je l'apprends dans une situation justement comme celle de la barque, au fond, c'est lui dire, au fond, il faut trouver la solution qui permet à la fois de survivre un peu, de ne pas couler trop vite, et d'aller... Autrement dit, il n'y a pas de bonne solution. Hein. Il y a des solutions optimales. Et le problème, c'est de savoir, au fond, qu'est-ce que je fais en 2 heures, hein, presque avant de savoir, est-ce qu'il faut que je traite ceci ou cela. Hein? Est-ce que j'ai intérêt, en quelque sorte, soit à foncer dans une seule direction, par exemple? Effectivement, si le trou de la barque est petit, le plus important, c'est d'aller très vite, et si en plus, j'ai des chances de trouver de quoi bouffer hein, sur la berge. Mais si je suis au milieu de la mer, hein, quelque solution que je veuille, le premier point, ça va être d'avoir de quoi boire et manger. Et même si je prends le risque de couler, si je n'assume pas ma survie, hein, je ne vais pas m'en sortir. Non, c'est ça qu'introduit la notion de compétence.
Et on est très loin du monde scolaire. C'est pas étonnant si elle est née beaucoup plus du monde du travail que du monde de l'école. Alors, ça conduit à une dernière chose. Et en même temps, je crois que ça a des conséquences pratiques et jouables. C'est qu'effectivement, et d'ailleurs c'est là-dessus que Pernoud insiste, par exemple, il n'est pas le seul, en disant le problème, au fond, c'est pas le problème du transfert. D'abord parce qu'on ne sait pas si ça existe, et puis parce qu'en plus, qu'on constate très souvent, c'est pas parce que les gens ont appris quelque chose qu'ils peuvent le transférer ailleurs. La vraie question, elle devient la question de ce qu'il appelle la mobilisation. C'est-à-dire la capacité, à un moment donné, à partir d'un diagnostic, de mobiliser ce qui est utile pour le problème qu'on est en train de traiter. Et par conséquent, ça entraîne des tas de conséquences finalement sur la question du diagnostic, y compris en termes d'évaluation. Une vraie évaluation, c'est une évaluation qui permet de diagnostiquer comment l'autre choisit, mobilise tel ou tel savoir, tel ou tel savoir-faire, telle ou telle information ou telle compétence pratique. Mais ça implique aussi d'ailleurs que par certains côtés, pour faire du transfert, il faut que j'ai appris parfaitement quelque chose pour pouvoir le transférer. Donc, je veux dire, le concept de transfert implique un certain perfectionnisme des apprentissages. Tant que je ne sais pas résoudre une équation du premier degré, je ne peux pas transférer cette connaissance vers autre chose. Le problème de la mobilisation, je dirais presque suppose qu'on ait des connaissances presque imparfaites. Suppose qu'on ne soit pas trop disciplinaire. Et ça me paraît très important. Si on part de l'hypothèse du transfert, il faut que je connaisse à fond ma discipline pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Si je pars de l'hypothèse de la mobilisation, il faut que faut pas que j'ai des frontières trop précises. Car j'aurai des difficultés finalement à fonctionner même de manière analogique, etc. Bon, alors, moi je crois qu'effectivement, comme j'ai le même sentiment que celui qui nous a donné, qui a créé cette rencontre, qu'effectivement, on est allé aussi loin qu'on a pu dans une certaine direction. Et on se rend compte qu'on se heurte effectivement à des problèmes d'ennui, de refus, de rejet, etc. Que d'autre part, effectivement, c'est tout à fait fondamental qu'on aide ces élèves à devenir compétents. Je pense qu'effectivement, il y a une réorientation à faire. Mais je pense qu'il faut avoir tout à fait conscience que c'est une vraie réorientation. Ça ne veut pas dire qu'on renonce au collège élitaire pour tous, mais par certains côtés, ça met en question un certain nombre, au fond, j'avais dit, de points, d'insistance. Et ça demande, enfin, c'est bien que je ne saurais pas le faire, mais ça demande pas mal de travail. Il faut qu'on y travaille pendant 1 an, quoi. Et ça ne va pas se passer tout seul, mais je crois que c'est en même temps tout à fait intéressant et important comme enjeu. Mais derrière ça, moi je dirais, c'est pour ça que je reviens au premier point, il y a cette idée au fond, comment faire pour faire que les élèves puissent s'emparer quelque part. Alors le mot problématique est une manière de le dire, mais en fait tout à fait savante et secondaire. Le mot de hiérarchisation aussi, de la finalité de ce qu'ils font, et donc de la complexité liée à cette finalité. J'insiste sur cet ordre-là, parce qu'encore une fois, on n'aura pas du tout les mêmes choses. Et d'ailleurs, le paradoxe, en fait, en un certain sens, c'est que la seule finalité qui était assumée dans le CLEP, c'était le bac. C'est la seule qui était explicite. Je dis bien été parce que, donc je parle déjà au passé, et cette finalité explicite du bac rend très difficile de donner des finalités aux compétences qu'on acquiert. Aussitôt, ça établit une sorte de hiérarchie, d'organisation, d'ordonnancement de tout ce qu'on fait par rapport à une finalité qui est en même temps simplement un objectif, en fait, et en tout cas qui est quelque chose auquel les élèves partagent, mais qui n'est pas une finalité maîtrisable. Enfin, c'est pas quelque chose, j'allais dire, du type, au fond, d'un investissement, au sens personnel du terme. Donc je crois qu'il y a un travail à faire sur ces investissements-là. Et puis il y a ce paradoxe, moi j'insiste beaucoup là-dessus, comment, tout en restant des enseignants, c'est-à-dire des gens
qui croyons plus ou moins à la perfection, à la vérité, à la réalité des comportements, on peut en même temps accepter au fond que les gens aient des comportements optimaux. C'est très... Tu vois, moi, mon expérience, je suis personnellement plus capable d'enseigner. Et depuis des années, la seule chose que j'ai faite, je crois, à peu près bien dans la fin de ma carrière, c'était d'accompagner des gens en recherche. Et effectivement, en fait, pour moi, le problème, c'était de leur apprendre une certaine optimisation. Si tu veux ça, tu vas te heurter à ça, comment on va s'y prendre, hein, mais sans leur dire jamais que ce que tu vas trouver, ça va être la vérité définitive. Hein, ça sera ta complexité par rapport à ton entrée dans cet objet et par rapport à ta propre histoire. Hein. Et en sachant, j'ai lu il y a quelques jours, en fait, dans Le Monde, il y avait un article à la fois très marrant et très stupide d'une dame dont je n'ai pas retenu le nom, c'est un nom à tirer, qui pousse une espèce de gueulante contre Arnaud Desplechin, hein, en disant... hein. Et alors, c'est très intéressant, parce que ce qu'elle lui dit au fond, c'est « ma complexité, ta complexité n'est pas la mienne ». Desplechin fait un truc fantastique sur ce que c'est qu'une famille, ce que c'est qu'une psychose, ce que c'est qu'une névrose, comment ça s'articule, comment ça se construit, etc., le conte de Noël. Et elle lui dit, mais il y a des émigrés, il y a des gens qui sont métis, il y a des chômeurs ou des femmes chômeuses qui sont enceintes. Le petit bourgeois, qui est dans tous les stéréotypes. Et, or, on voit très bien là, effectivement, comment dès qu'il y a complexité, il y a sujet. Et ça, c'est vrai que le sujet élève, on l'a accepté au CLEPT, mais je dirais pas dans le savoir. Or, la notion de compétence veut dire qu'en un certain sens, on met aussi en question, hein, une espèce d'universalité du savoir. En tout cas, c'est les impressions que j'ai en nous écoutant. Alors, je ne sais pas si ça aide, hein, mais ça rend les choses encore plus compliquées, mais je pense que ça vaut la peine qu'on y réfléchisse, en tout cas. À ma question, Guy, que dire des rapports du CLEPT avec l'institution? À ton habitude, tu avais répondu par un détour et en élargissant la problématique. Moi, je crois... Enfin bon, tout à l'heure, je l'ai évoqué quand je te disais, au fond, qu'à travers le volontariat, qu'il y avait une sorte de reconnaissance mutuelle, hein, entre des profs et des élèves. Chacun savait qu'il avait, d'une certaine manière, décroché du moule institutionnel qu'on lui proposait pour essayer de le réinventer en quelque sorte et de le reconstruire autrement. Je crois que le CLEPT n'a existé au fond que par une lutte, d'abord pour être simplement reconnu. Et c'est pas seulement le CLEPT qui n'était pas reconnu, c'était surtout même le phénomène même du décrochage, hein, qui a longtemps été nié par l'appareil institutionnel, qui fait que le CLEPT n'a vécu, ne s'est construit au fond que dans une bataille pour exister, hein, qui est vrai de l'institut, de l'objet CLEPT, comme ça il est vrai des élèves décrocheurs, comme il est vrai au fond de ces profs, dont on dit plutôt qu'ils sont innovateurs que décrocheurs, mais innover c'est déranger un ordre établi, c'est décrocher au fond d'un certain ordre. Donc il y a du décrochage dans l'innovation, il y a du dérangement au minimum. D'ailleurs, quelquefois je me dis avec, je dis pas avec nostalgie, que le CLEPT a presque mieux vécu la période où il était dans une opposition radicale à l'institution, parce que l'institution était de droite, avec tout ce que ça implique, et que finalement il a beaucoup plus été fragilisé par la victoire de la gauche et par l'idée au fond qu'il pouvait devenir non pas un outil de lutte mais un modèle possible, hein, pour les autres, hein, et ça c'est d'ailleurs très bien vu, non pas directement certainement au CLEPT, mais à travers la FESPI, hein, qu'on n'a pas évoqué, c'est-à-dire cette fédération voulue, hein, en partie par des membres du CLEPT, hein, de fédérer
des établissements innovateurs révoltés, au moins autant que révolutionnaires, hein, et qui finalement se sont engouffrés dans la victoire de la gauche, en passant brusquement au fond du statut de celui qui dit une autre parole, hein, au statut de celui qui va devenir la parole qu'il faut. Et je crois que c'est d'ailleurs, en plus, je suis sensible à ça parce que, justement, à cause de mon expérience de Vincennes qui m'a vraiment beaucoup marqué, j'y ai passé 40 ans, hein, et où j'ai vu au fond l'institution se bouleverser, trembler et se défaire, moins par un déménagement qui lui avait été imposé par l'État, hein, quand on était parti de Vincennes vers Saint-Denis, mais par le fait que juste après ce déménagement, la gauche était devenue victorieuse et que nous avons voulu être les conseillers du roi. Hein, et qu'être les conseillers du roi et du pouvoir, hein, c'est pas la même chose, hein, qu'inventer une autre langue. Et que c'est pas forcément, je dirais, la position la plus féconde et la plus productrice, hein, de savoir. Alors, ça, je crois en fait que c'est un phénomène important, hein, et que le CLEP restera, j'allais dire, un outil d'opposition. Alors pourquoi d'opposition? Je crois, je dirais, dans un langage d'ailleurs qui est formalisé par un certain nombre de théories sociologiques, hein, que je ne vais pas développer ici, c'est qu'en un certain sens, au fond, une institution, c'est quelque chose, au fond, qui est, j'allais dire, qui peut ne pas exister, qui commence à... Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une nature, hein, c'est quelque chose qui est institué. Hein. Mais dans le travail même de l'institution, l'institution renonce à ce qui la fonde, c'est-à-dire à son pouvoir créateur, à son pouvoir d'invention. Et sans arrêt, finalement, l'institution devient l'institué, et l'institué lutte contre la capacité instituante, hein, qui a donné naissance à... Je prendrai un exemple tout à fait simple, en fait, l'institution du mariage. Hein, elle vient, en quelque sorte, certainement ordonner, critiquer, modifier les rapports entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants. Elle est une extraordinaire invention. Hein, l'invention déjà de la polygamie, hein, par rapport au hasard, hein, de la rencontre du viol, l'invention de la monogamie, par opposition à la monogamie et du fait, effectivement, que c'est aussi un rapport de personne à personne, d'affect à affect, hein, et pas simplement une juxtaposition de rapports sexuels, etc., ou de rapports économiques. Mais à un moment donné, au fond, le mariage devient la loi et va interdire, en quelque sorte, qu'autre chose encore puisse s'inventer. Hein. Et alors, ce qui me paraît, en fait, important dans le CLEP, peut-être précisément, je dirais, au-delà du CLEP, par le fait qu'il est toujours plus ou moins en opposition, qu'il est toujours plus ou moins critiqué, qu'il est toujours en train de se battre avec l'institution, c'est que le CLEP, pour le moment, je dis bien pour le moment, et c'est pas forcément, hein, définitif, a gardé un pouvoir instituant qui le met sans arrêt lui-même en cause, hein, dans l'institué qu'il a créé. Le CLEP est autant, j'allais dire, une aventure pédagogique, au sens où on a pu s'adresser à des élèves, je ne dirais pas le mot en difficulté, mais en rejet, hein, du système éducatif, à la condition que ce rejet il est assumé. Le décrochage, en sens, c'est pas pour moi un phénomène négatif. Hein. C'est quelquefois là, le premier moment où un élève commence à exister par lui-même, c'est quand il apprend à dire merde et à s'en aller. Et qu'il décide de revenir. Et donc, il ne s'agit pas de gommer le décrochage. Je dirais même, quelquefois, il ne s'agit pas forcément de l'empêcher. Hein. Il s'agit de se rendre capable d'accueillir quelqu'un une fois qu'il a sauté le pas. Hein. Et parce qu'il a su sauter le pas, hein, il y a une sorte de valeur ajoutée qui est tout à fait importante. Mais ce qui est moi, qui m'a frappé depuis le début, et quelquefois, j'ai dû un peu me battre avec les gens du CLEP en disant, mais c'est au moins aussi important que les élèves, c'est la capacité du CLEP, au fond, d'accueillir des profs
des profs qui avaient eux-mêmes des histoires très différentes, dont certains étaient des bons profs au sens traditionnel, dont certains étaient des militants de mouvements pédagogiques, et qui avaient, j'allais dire, dont certains étaient des syndicalistes. Enfin, je me souviens de Robert Després, au fond, qui était le type même, hein, du militant syndicaliste, secrétaire de section locale, en fait, avec toutes ses qualités, et je dirais aussi, pourquoi pas, hein, tous ses défauts. C'est pas du tout un jugement sur la personne. Et comment, au fond, le CLEPT a mis en évidence, au fond, que des enseignants très différents, des enseignants avec des attentes différentes, dont certains étaient, au fond, des enseignants malheureux, hein, et d'autres des enseignants heureux, dont certains avaient été des enseignants brillants élèves qui continuaient à être brillants enseignants, et d'autres avaient été finalement des élèves médiocres, devenus enseignants par défaut, car il ne faut pas se faire d'illusions. Mais comment ça a été un lieu d'accueil, de transformation, etc. Alors, ce qui me paraît important, c'est que justement, chacun est venu avec son histoire, avec ses convictions, et je dirais, et que du coup, le CLEPT a réuni autour d'un projet qui était un projet politique, car l'éditaire, la reconnaissance de l'autre comme personne, et la reconnaissance de la loi et de l'égalité sont des éléments politiques, et c'est peut-être ça le rôle de la politique. La politique, au fond, c'est la capacité de réunir, de rassembler des gens dans leurs différences. Hein, non pas de supprimer les différences, mais de les rassembler, de les faire se rencontrer, de les faire se heurter, hein, le cas échéant. Ce qui est évident, c'est que sans arrêt, et je dirais ça, c'est pour moi en fait une sorte de ligne de compréhension des évolutions du CLEPT, il y a toujours une tentation d'unifier plutôt que de réunir. Mais cette tentation, justement, on n'y tombe pas, et c'est une sorte de dialectique. Sans arrêt, on rassemble, chaque fois que quelqu'un de nouveau arrive, on l'accueille dans sa particularité, avec ce qu'il apporte de neuf, avec ce qu'il apporte d'autre. On est tenté, ne fût-ce qu'à travers le vivre ensemble, hein, de créer en fait des habitudes, des gestuels, des discours, hein, unificateurs, y compris avec un vocabulaire, un langage du CLEPT, hein, une langue du CLEPT, hein, qui s'est constituée, le souple et le ferme, etc. Mais puis en même temps, j'allais dire, sans arrêt de nouvelles différences, hein, s'ajoutent, et donc à aucun moment, en fait pour le moment en tout cas, et ça se voit, et je le vois à travers le fait que les gens ont changé, que beaucoup de gens sont partis, que beaucoup de gens sont arrivés, hein, on arrive à réunir, hein, sans homogénéiser. Moi, je voudrais ajouter un mot. Oui. C'est au fond ma place, hein, c'est à laquelle j'essaie de réfléchir. J'ai une certaine connaissance du CLEPT. Hein, j'ai une connaissance du CLEPT parce que d'abord, comme je dis, je me suis retrouvé chez moi. Hein, avant même que le CLEPT existe, en fait. Je me suis senti vraiment en complicité, en connivence. Et je crois que ces mots de complicité, de connivence sont très importants. Il y a aussi de l'amitié. Hein, il y a aussi de l'affection. Il y a aussi le sentiment, finalement, d'être un endroit où je peux rêver, où je peux parler, où je peux me tromper. Je fais rien. Je suis bon à rien, je fous rien, je ne mets pas la main à la pâte. Et en même temps, je trouve que je dirais presque que c'est peut-être une des inventions du CLEPT, pas de moi, hein, je dis bien du CLEPT, d'avoir aussi inventé ce genre de rôle. Et de faire effectivement que le CLEPT m'a complètement assimilé, hein, au sens où il me digère. Hein. Je ne suis pas le tonton la science. Hein. Mais au fond, à travers moi, le CLEPT a su aussi piquer, j'ai presque absorbé, hein, des éléments de l'institution scolaire avec sa hiérarchie, hein, et le rôle de l'université, pour en faire en fait un des éléments de sa vie quotidienne.